Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 96e épisode du podcast. En réalité, avec les hors-séries, il y en a déjà plus de 100, c'est fou. Et ce qui est fou aussi, je vous l'ai même pas dit la dernière fois, c'est qu'on a passé la barre des 2,4 millions d'écoutes. C'est juste fou, c'est incroyable, donc juste merci pour vos écoutes et merci d'être là aussi. Alors dans ce 96e épisode, on va parler de comment se créer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines qui durent dans le temps. Et c'est ça qui est souvent difficile, c'est les faire perdurer dans le temps, parce qu'on sait tous commencer. Là, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, c'est la rentrée. La rentrée, c'est souvent synonyme de nouveau départ, de bonnes résolutions. Mais combien de fois on se dit, cette fois, c'est la bonne, pour au final abandonner quelques semaines plus tard. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ces élans que l'on peut avoir en de vraies habitudes qui se maintiennent dans le temps. J'ai attendu longtemps avant de vous faire un épisode sur ce sujet. C'est un petit peu comme celui sur la procrastination ou celui sur la motivation. C'est tellement des choses qui reviennent souvent dans les podcasts de cette thématique que, bon voilà, je trouvais que c'était pas forcément pertinent, mais en fait, avec le temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fausses croyances et que ce sont souvent les mêmes conseils un petit peu bateaux. Donc j'avais envie de vous proposer quelque chose, je l'espère, d'un petit peu différent et j'espère que ça va vous plaire. Et moi, vous savez que j'ai une habitude en début d'épisode, c'est déjà de définir de quoi on parle. Alors qu'est-ce qu'une habitude ? Une habitude, c'est un comportement visible ou non visible, on va revenir dessus, qu'on répète régulièrement et souvent de manière automatique, presque sans y penser. C'est comme un petit programme que notre cerveau exécute sans avoir besoin de notre attention consciente pour ça. Et dans cet épisode, on va à la fois parler d'habitudes comportementales, des habitudes qui sont visibles, donc des actions qu'on peut observer, que quelqu'un à l'extérieur de vous pourrait vous voir faire. Par exemple, mettre votre ceinture quand vous montez en voiture, prendre un café après avoir fini votre déjeuner, regarder votre téléphone au réveil, lire vos mails dès que vous arrivez au bureau, ouvrir votre téléphone et aller sur les réseaux sociaux quand vous avez un petit moment de break, prendre 5 minutes par jour pour écrire dans un carnet ce que vous ressentez, vos pensées, etc. Tout ça, ce sont des habitudes comportementales, des habitudes visibles, mais ici, on va aussi parler d'habitudes, de choses qui ne se voient pas forcément, qui ont un impact sur la réalité, mais qui se passent à l'intérieur de vous et qui sont tout aussi importantes et tout aussi impactantes sur notre bien-être. Par exemple, avoir du mal à dire non, avoir du mal à fixer des limites saines, ça peut être une habitude. Quand vous faites une erreur et que tout de suite vous commencez à vous dire que vous êtes nul et à vous autocritiquer, c'est une réaction automatique et c'est une habitude. Tout comme le fait de demander l'avis des autres chaque fois que vous devez prendre une décision. Ou d'avoir tendance à minimiser vos réussites. Ou, ça c'est quelque chose que moi j'ai encore tendance à faire, avoir tendance à s'excuser constamment, même pour des petites choses, ou même quand en réalité c'est l'autre personne qui vous a foncé dedans dans la rue. Donc voilà, ça peut être une habitude, se comparer aux autres. Bref, ça ce sont quelques exemples, mais vous avez sans doute déjà dû penser à quelques-unes de vos habitudes en m'entendant parler. Et ces habitudes ont un pouvoir immense sur notre vie. Et elles ont ce pouvoir, cet impact, parce qu'elles se répètent. Si vous faites de l'exercice régulièrement, ça peut clairement transformer positivement votre santé. Et à l'inverse, si votre habitude c'est plutôt de grignoter devant la télé le soir, au long cours, ça peut avoir un effet négatif sur votre santé. Idem, l'habitude de constamment minimiser vos réussites, de constamment minimiser ce que vous faites de bien, ça peut profondément affecter votre confiance en vous. Alors que le fait de prendre même 10 minutes par jour pour travailler sur un projet entrepreneurial ou bien un livre que vous avez envie d'écrire, avec l'effet cumulé sur 6 mois, sur 1 an, même si 10 minutes par jour c'est pas grand chose, en fait sur la durée ça aura un vrai impact. Et au-delà de ça, le fait de transformer certaines actions en habitudes, comme je vous le disais, ça devient un automatisme et donc vous avez moins besoin de mobiliser votre volonté, vous avez moins besoin de vous motiver pour le faire puisque ça devient automatique et donc c'est un énorme avantage. Quand vous vous brossez les dents, vous n'avez pas à vous demander chaque jour
Si aujourd'hui vous allez vous brosser les dents, est-ce que vous avez vraiment envie de vous brosser les dents? Non, en fait, tous les jours vous vous brossez les dents, c'est comme ça. Vous n'avez pas chaque jour à utiliser votre volonté et à devoir prendre une décision. Et même si peut-être parfois vous avez la flemme de vous brosser les dents, vous le faites quand même. Vous attendez pas seulement les jours où la motivation est là pour le faire. Et donc c'est en ça qu'une habitude peut vraiment être puissante dans votre vie, dans un sens positif ou négatif. Et la bonne nouvelle, c'est que les habitudes ne sont pas figées. Elles peuvent être modifiées, elles peuvent être remplacées, elles peuvent être créées. Et c'est tout l'intérêt de cet épisode aujourd'hui, c'est apprendre à reconnaître nos habitudes, et notamment celles qui nous freinent, et comprendre comment les transformer pour qu'elles nous soutiennent plutôt qu'elles nous limitent. Et pour ça, comprendre comment ça fonctionne, comment une habitude se forme, c'est crucial. Il y a 3 étapes qui se répètent dans le cycle de formation des habitudes. D'abord, il y a un déclencheur, ensuite une action, et enfin une récompense, et ainsi de suite. Le déclencheur, c'est l'élément qui initie le comportement ou la pensée. Par exemple, le son de votre réveil ou le fait d'ouvrir les yeux le matin. Ça peut être le déclencheur. Ensuite, il y a une action, c'est-à-dire un comportement ou une pensée. Donc ça peut être par exemple prendre votre téléphone sur votre table de chevet. Et enfin, troisième étape, c'est la récompense. C'est qu'il y a un bénéfice perçu, même, et ça c'est important, même si parfois ce bénéfice initial, en fait, il est contre-productif pour vous à long terme. Dans l'exemple que je suis en train de vous donner, la récompense de prendre votre téléphone dès que vous vous réveillez et de regarder, je sais pas, vos mails ou les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une stimulation immédiate. Et ça, le cerveau, il aime bien. Il y a tout de suite une stimulation, tout de suite de la dopamine, tout de suite de l'action, un sentiment de connexion avec les autres, avec le monde. Et même si ça vous génère du stress, ça vous permet pas forcément de commencer la journée du bon pied, tranquillement, de prendre soin de vous, mais il y a quand même ces récompenses-là qui font que vous allez reproduire le comportement. Un autre exemple, si vous lisez vos mails dès l'arrivée au bureau, le déclencheur, ça va être de vous asseoir à votre bureau, d'allumer votre ordinateur. L'action, ça va être d'ouvrir votre boîte mail. Et la récompense pour votre cerveau, c'est ce sentiment d'être informé, de contrôler votre journée, même si peut-être que le matin, vous êtes plus productive ou productif et que vous auriez besoin de d'abord vous concentrer sur des tâches importantes et de les traiter sans être perturbé. Peut-être que ce serait mieux, mais malgré tout, en fait, ce comportement-là, il a un bénéfice. Pareil, si vous avez des difficultés à dire non, à fixer des limites saines, le déclencheur, ça peut être quelqu'un qui vous fait une demande. L'action, c'est que vous acceptez, malgré votre réticence, malgré le fait que vous n'avez pas vraiment envie, pas le temps ou je ne sais quoi. Et la récompense, c'est que vous avez évité un conflit à court terme, que vous avez le sentiment d'être gentil, etc. Même si cette habitude a des conséquences néfastes pour vous, parce que peut-être que vous allez être submergé ensuite, peut-être que vous avez moins de temps pour vous, peut-être que vous allez avoir du ressentiment pour cette personne qui vous en demande trop, etc. Autre exemple, demander constamment l'avis des autres pour prendre une décision. Le déclencheur, ça va être d'être face à un choix. L'action, ça va être de consulter votre compagnon, votre compagne ou des amis, ou bref, consulter d'autres personnes, leur demander leur avis. La récompense, c'est que ça va vous donner un sentiment de sécurité, un peu ce sentiment que ça partage la responsabilité de votre décision, même si parfois c'est une décision purement personnelle. Et allez, je vous donne un dernier exemple pour la route, parce que c'est quelque chose que je vois très souvent chez mes clients et mes clientes, c'est le fait de beaucoup se critiquer, d'être assez dur avec soi-même. Le déclencheur, ça peut être par exemple de faire une erreur, ou de dire quelque chose de pas intéressant, ou de dire une bêtise, etc. L'action, ça va être de se critiquer, d'être dur avec soi-même du coup, et la récompense qu'il y a derrière ce comportement, même si ce comportement fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'estime de soi, malgré tout, il y a une récompense, c'est que votre cerveau, il a le sentiment, illusoire, mais le sentiment quand même, d'avoir le contrôle. Il y a cette croyance qu'on évitera l'erreur à l'avenir si on se met bien dans la tête que c'était mal, etc. Donc ça peut être inconscient, mais mine de rien, il y a quand même un bénéfice derrière cette habitude. Et la première étape pour changer ses habitudes, c'est de prendre conscience de ce cycle, d'identifier les déclencheurs, d'identifier les fausses récompenses, parce que pour changer cette action, si vous ne comprenez pas ces éléments qu'il y a autour, ça va être compliqué. Mais quand vous identifiez ce qui déclenche certaines habitudes, et en quoi elles vous bénéficient, et parfois on me dit oui mais non, c'est juste en train de gâcher ma vie, il n'y a pas de bénéfice.
Si, il y en a forcément un, il y a forcément quelque chose qui vient renforcer ce comportement. Quand je me jette sur le sucre ou que je procrastine parce que la tâche que je dois faire, ça me stresse, même si à moyen terme, long terme, ça me met dans la mouise de ne pas faire cette tâche-là, en réalité, sur le coup, ça me permet de me distraire, d'éviter des émotions inconfortables, de m'apaiser. Donc, il y a un bénéfice. Et si vous arrivez à l'identifier, ça va être plus simple d'interrompre ce cycle en identifiant le déclencheur, en remplaçant l'action par un nouveau comportement qui soit plus bénéfique pour vous et en trouvant une récompense, un bénéfice qui soit sain pour vous et qui renforce ce nouveau comportement. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous autocritiquer après avoir fait une erreur, on va garder le même déclencheur qui est de commettre une erreur. Bien sûr, vous pouvez aussi, dans une certaine mesure, agir sur le déclencheur et essayer de faire le minimum d'erreurs. Mais bon, au bout d'un moment, vous serez quand même confronté à ça et vous ferez quand même des erreurs parce que ça fait partie de la vie. Donc, il y a ce déclencheur de commettre une erreur. Et là, vous pouvez essayer de modifier votre réponse à ça. Donc, au lieu de vous critiquer, vous pouvez essayer de vous dire, ok, quelle leçon est-ce que je peux tirer de ça, de cette expérience? Et il y a une nouvelle récompense qui est associée à ce comportement-là, c'est un sentiment de croissance, un sentiment d'apprentissage qui va venir renforcer aussi ce nouveau comportement. Avant de vous partager des clés et des stratégies pour créer des habitudes durables, c'est aussi essentiel de comprendre ce qui peut nous bloquer. Penser aux obstacles avant, je sais que c'est pas fun, que quand on est motivé, on n'a pas envie de penser à ce qui pourrait mal se passer, à pourquoi on pourrait ne pas y arriver, mais en fait, ça vous permet aussi d'anticiper d'éventuels problèmes. Donc c'est ce qu'on va faire, et justement, le premier obstacle qu'on rencontre souvent quand on essaye de créer une nouvelle habitude, c'est la perte de motivation. Souvent, on est motivé au début, puis ça finit par s'essouffler, le quotidien reprend le dessus, la fatigue, voilà, il y a plein de choses qui font que. On s'était dit qu'on se lèverait plus tôt pour faire du sport ou pour méditer, et puis ensuite les jours raccourcissent, il fait froid, on est bien dans notre lit au chaud, et puis bon, on finit par laisser tomber. Donc là, c'est important de vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Pourquoi c'est important pour vous, pourquoi ça vaut le coup de le faire ou de ne pas le faire, selon ce que vous avez choisi, même quand vous n'êtes pas motivé, et pourquoi ça vaut le coup de vous autodiscipliner. Pourquoi ça vaut le coup de traverser de l'inconfort. Parce qu'on va pas se faire du mal pour rien. Si c'est pas si important que ça pour vous, bah à quoi bon en réalité? Donc rappelez-vous votre pourquoi. Deuxième obstacle, et celui-là, je le vois tout le temps chez mes clients et mes clientes, c'est le fait d'avoir des attentes irréalistes, d'avoir des attentes super élevées. Et comme c'est dur à maintenir, au final, on est déçu et on abandonne. Alors, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, c'est sûr, mais le fait de tout de suite vouloir faire parfaitement ou de tout de suite vouloir courir 5 km, 10 km alors que vous n'avez jamais couru, en fait, ça va vous décourager et ça va vous faire abandonner parce que cette nouvelle habitude, c'est un trop gros changement et c'est un changement trop difficile à maintenir. On s'auto-sabote, on se met des objectifs trop ambitieux. Du coup, on n'y arrive pas, du coup, on est déçu, on se dit qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas. Et en fait, cette déception, c'est tout l'inverse de ce dont vous avez besoin pour vous motiver à continuer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est commencer petit. Mieux vaut faire des tout petits pas constants et tenir sur la durée que de viser trop grand et d'abandonner. Et là, je parlais d'avoir des objectifs trop élevés, mais il y a aussi avoir trop d'objectifs. Parfois, quand on a envie de changer trop de choses en même temps, c'est trop et ça marche pas. Et c'est quelque chose qui se passe de temps en temps avec les personnes que j'accompagne. En début d'accompagnement, je leur demande de lister ce qu'elles voudraient changer et la liste est très 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 longue et c'est pas un problème. Mais si on travaille sur tout en même temps, ou en tout cas qu'on travaille sur trop de choses en même temps, on est partout mais on est aussi nulle part. Ou en tout cas, on se donne pas les moyens de faire un travail qui va durer dans le temps. Donc si vous avez tendance à vouloir changer plein de choses en même temps, à vous dire c'est la rentrée ou c'est lundi, je vais faire ça, ça, ça et ça, essayez de gérer cette impatience-là, de vous rappeler que le cerveau est résistant au changement et donc il vaut mieux changer une chose après l'autre, prendre le temps mais y arriver, que vouloir commencer quelque chose ou plein de choses nouvelles pour au final abandonner au bout d'un mois. Et justement, on parlait du cerveau qui est résistant au changement. Un autre obstacle, c'est ça, c'est la peur du changement. Même lorsque le changement est positif, même lorsque les bénéfices pour vous peuvent être positifs, ça peut être effrayant. Parce que c'est une sortie de zone de confort, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière aussi, si on fait les choses différemment. Par exemple, si vous voulez vous affirmer davantage au travail,
La peur du conflit peut vous retenir et vous maintenir dans des schémas négatifs qui, vous le savez, sur le coup ou au long terme, ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc un petit conseil pour vous pour dépasser cet obstacle-là, c'est d'accueillir l'inconfort qui vient avec le changement parce que c'est normal, c'est aussi un signe de croissance. Et puis bien souvent dans la vie, les choses chouettes viennent aussi avec de l'inconfort, avec des émotions désagréables et ça vaut le coup. Autre obstacle pour créer ou changer une habitude, c'est le manque de régularité. Bon, c'est assez logique, mais ce qui fait souvent qu'on n'est pas régulier, c'est un petit peu de perfectionnisme. On se dit, il faut absolument que je fasse telle chose de telle manière que j'ai décidé en avance. Il faut que je fasse 20 minutes de sport ou 1 heure de sport. Ou si je médite, je me suis dit que je devais méditer pendant 10 minutes. Et donc, parfois, j'ai pas le temps ou parfois, j'ai pas envie. Et je le fais pas. Et donc là, l'idée, c'est se dire, mieux vaut faire un petit peu et le faire de manière constante que se fixer, encore une fois, des objectifs élevés et finir par abandonner. Donc c'est ok peut-être de se dire, même si je fais 3 minutes d'étirement, et ça je peux le faire, 3 minutes d'étirement c'est faisable, même les jours où j'ai zéro motivation, zéro envie et pas le temps, il y a sans doute moyen de trouver ces 3 minutes-là, c'est mieux que zéro en réalité. Et mieux vaut faire un petit peu tous les jours que de faire parfaitement une fois, puis de sauter 3 jours, puis de recommencer, et au final l'habitude elle s'instaure pas vraiment. Autre obstacle, autre frein, c'est le manque de planification. Vous aurez beau vouloir changer les choses, si vous n'avez pas un plan clair, c'est facile de se laisser emporter par le quotidien, par les obligations, et d'oublier vos nouvelles résolutions. Par exemple, si vous vous dites que vous aimeriez bien lire plus, et que vous définissez pas un moment précis dans votre journée pour le faire, que vous planifiez pas même un moment précis pour le faire, il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, qui soient plus importantes, plus prioritaires ou je ne sais quoi, et qui font que vous allez repousser au lendemain. Donc c'est important aussi de savoir quand ou comment vous allez pratiquer cette nouvelle habitude. Et aussi de vous créer un environnement propice. Ça, c'est un autre frein également, c'est votre environnement. C'est d'avoir un environnement qui, au lieu de vous soutenir dans le changement, vous freine et vous rend la tâche plus compliquée. Par exemple, si vous voulez manger plus sainement, mais que vos placards sont remplis de snacks et de choses pas très intéressantes nutritionnellement, c'est compliqué, il va vous falloir beaucoup de volonté. Personnellement, je vois la différence entre quand je suis chez moi, où il n'y a pas forcément de gâteaux, de bonbons dans les placards, donc quand j'ai envie de manger quelque chose, de grignoter quelque chose, je mange ce qu'il y a. Et puis quand je suis en syndrome prémenstruel et que j'ai hyper envie de sucre, je sors et je vais m'acheter ce que j'ai envie de manger sur le coup. Et puis ensuite, voilà, une fois que c'est terminé, j'en rachète pas forcément parce que j'en ai plus envie. Versus quand je rentre en France chez ma mère et que du coup, il y a des bonbons, il y a des gâteaux même sur la table, en fait, c'est super facile d'aller piocher et je me rends compte que j'en mange vachement plus parce que c'est là, c'est à disposition, que quand j'ouvre les placards, c'est ce que je vois. Donc même si c'est pas nécessairement ce que j'avais envie sur le coup, comme c'est facilement accessible, j'en mange. Mais c'est aussi parce que j'ai grandi en mangeant des gâteaux et des bonbons, et donc du coup, j'ai cette appétence-là et je sais que j'ai une amie qui n'est pas du tout intéressée par ce type de choses, mais parce que depuis petite, elle a d'autres habitudes. Et enfin, dernière chose qui peut nous freiner, c'est l'auto-sabotage et les croyances limitantes. Parfois, nos propres pensées, nos propres croyances sur nous-mêmes ou sur la situation sont nos pires ennemis. Si vous vous dites, de toute façon, j'ai jamais réussi à tenir mes bonnes résolutions avant même d'avoir essayé, voilà, ça risque de devenir une prophétie autoréalisatrice. Vous êtes déjà découragé d'avance et donc au moindre obstacle, la moindre fois où vous allez retomber dans une vieille habitude, ça va juste confirmer cette croyance et vous allez laisser tomber. Donc attention à ce que vous pensez, à ce que vous vous dites et à l'impact que ça a sur votre motivation. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Je vais vous partager des stratégies pour créer des habitudes durables. Mais je dois quand même vous le rappeler, il n'y a pas de solution miracle, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast, ou bien je serais riche. Mais je vais vous partager ici des méthodes, des stratégies qui prennent en compte le fonctionnement de notre cerveau, qui prennent en compte les obstacles qu'on rencontre souvent quand on veut implémenter de nouvelles habitudes, et des stratégies surtout qui ont fait leurs preuves. La première, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est de commencer petit. Les micro-habitudes vont être plus faciles à adopter et à maintenir que si vous voulez faire tout de suite un gros changement ou changer beaucoup de choses à la fois. Par exemple, au lieu de viser 20 minutes de méditation par jour, essayez de commencer par 2 minutes.
Ou même juste faire 3 profondes respirations le matin avant de vous lever, juste ça. Parce que parfois, même quand on se dit qu'on va faire quelque chose 2 minutes, on n'arrive pas à tenir ça. Et c'est OK en fait. Et si vous avez des objectifs plus ambitieux que 2 minutes, c'est OK, essayez. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à tenir sur la durée, essayez de pas voir ça comme un échec, juste comme un signe qu'il faut commencer plus petit et c'est pas grave. Autre exemple, pour réduire l'autocritique, vous pouvez commencer par vous donner un seul compliment par jour. Ou au lieu de viser un livre à lire par semaine, peut-être que vous pouvez commencer par lire une page par jour. Ou au lieu d'écrire ou de faire du journaling chaque soir pendant 10 minutes, peut-être que vous pouvez commencer par noter 3 mots qui résument votre journée. Au lieu de faire du batch cooking pour une semaine, de préparer tous vos plats pour une semaine entière, le dimanche, et de prendre tout votre après-midi pour ça, peut-être que vous pouvez commencer par cuisiner votre repas du midi en avance une fois par semaine. Et si c'est trop facile, c'est pas grave. La semaine d'après, vous augmenterez la difficulté entre guillemets, mais vous verrez que de petites actions répétées vont mener à de grands changements. Ensuite, une autre stratégie vraiment efficace, ça peut être d'ancrer votre nouvelle routine ou votre nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Et ça, c'est pratique parce que cette première habitude, ça deviendra un petit peu le déclencheur pour la seconde. Par exemple, si tous les matins vous buvez un café ou un thé, vous pouvez vous dire que pendant qu'il se fait, vous allez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie, par exemple. Ou vous dire que après avoir bu votre café du matin, justement, vous allez prendre 5 minutes ou 3 minutes pour planifier votre journée. Donc vraiment lier cette nouvelle habitude que vous voulez implémenter à quelque chose déjà existant. Un autre exemple, ça peut être de vous dire que après votre douche, vous allez prendre 2 minutes pour respirer en conscience ou méditer ou peu importe. Je parle beaucoup de méditation aujourd'hui, mais ça peut être aussi par exemple en rentrant du travail, quand vous posez vos clés dans l'entrée, vous rangez immédiatement un objet qui traîne. L'idée c'est vraiment que ça devienne un petit peu plus automatique et que vous n'ayez pas à le faire alors que vous êtes tranquillement allongé sur le canapé. Voilà, là c'est déjà lié à quelque chose que vous faites et ce sera un petit peu plus facile. Donc concrètement, je vous propose d'identifier 3 habitudes que vous avez déjà, 3 choses que vous faites déjà au quotidien, ça peut être des toutes petites choses, et réfléchir à de nouvelles habitudes que vous pourriez y associer. Je vous laisse mettre sur pause et on passe au point suivant. Là aussi, j'en ai déjà parlé avant, c'est de vous créer un environnement propice, de modifier votre environnement pour qu'il vienne soutenir votre nouvelle habitude. Et quand je dis environnement, ça peut être votre environnement physique, votre chez vous par exemple, mais aussi les personnes qui vous entourent. Ça peut être bien de peut-être trouver des personnes qui soutiennent certaines de vos habitudes, qui peuvent vous tenir responsable ou qui vous motivent ou avec lesquelles vous pouvez vous motiver. Et ça, c'est super important. Je m'en suis rendu compte cette année avec les membres du programme Oser. Donc c'est mon programme pour vous aider à trouver votre nouvelle voie professionnelle. Donc ce sont des personnes qui cherchent à trouver un métier qui leur correspond, qui sont en reconversion. Mais en fait, pour beaucoup de membres du programme, ils ou elles n'ont pas de personnes autour d'elles qui sont dans la même situation. Donc c'est pas évident de se sentir soutenu, de se sentir compris. Et je vois l'impact de la communauté, l'impact des appels de groupe, où du coup les membres peuvent se retrouver, échanger avec des personnes qui vivent la même chose qu'elles. Et à quel point ça motive, à quel point ça booste pour avancer, d'avoir cet environnement, cet entourage qui est propice, qui est positif. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes, mais aussi de choses qui vont soutenir votre nouvelle habitude. Par exemple, si vous voulez lire plus, le fait de placer le livre sur votre table de chevet ou sur la table de votre salon, ça sera beaucoup plus facile de l'attraper plutôt que d'attraper votre téléphone. Si vous avez des fruits dans un joli panier dans votre cuisine, ça sera plus facile d'attraper un fruit qu'attraper autre chose dans les placards. Donc l'idée c'est de vraiment vous faciliter les choses, de rendre cette nouvelle habitude la plus facile à réaliser, la plus évidente. Par exemple, si vos chaussures de sport et votre tenue de sport est déjà prête dans un sac que vous prenez avec vous au bureau, ça sera plus facile de vous motiver à aller à la salle après que de devoir rentrer chez vous, que de devoir chercher dans votre armoire, votre haut, votre bas, etc. Ça va vous demander un petit peu plus de volonté. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder autour de vous et à vous demander est-ce que votre espace, est-ce que votre environnement soutient vos objectifs ou est-ce qu'il les entrave? Et à partir de là, si vous identifiez des choses qui ont tendance plutôt à entraver cette nouvelle habitude, essayez d'identifier 3 changements simples que vous pourriez faire pour rendre votre environnement un petit peu plus propice et pour rendre surtout vos nouvelles habitudes plus faciles à adopter.
Ensuite, quatrième stratégie, et c'est une méthode dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est la méthode des si alors. L'idée ici, c'est d'avoir déjà un plan d'action pour les situations difficiles, de savoir ce que vous ferez quand la situation sera compliquée et que vous avez du mal à maintenir cette nouvelle habitude. Donc l'idée ici, c'est de surmonter les obstacles, de surmonter les imprévus et de rester régulier ou régulière au maximum. Donc par exemple, cette méthode du si alors, ça peut être si je quitte trop tard le travail ou que je suis trop fatiguée pour aller à la salle de sport après le travail, on reprend cet exemple-là, alors je ferai au moins 5 minutes d'étirement à la maison. Ou bien si je me compare aux autres sur les réseaux sociaux, alors je vais prendre une pause et je vais noter 3 de mes qualités. Ou bien si je commence à ruminer sur une erreur, alors je vais me demander ce que j'ai appris de cette expérience. Ou bien si je sens que je m'apprête à dire oui à quelque chose que j'ai pas envie de faire, alors je vais prendre une grande inspiration et me rappeler que j'ai le droit de dire non. Ou dire que je donnerai ma réponse plus tard. L'idée ici, c'est vraiment d'accepter que les choses seront pas toujours parfaites, que vous pourrez pas toujours faire parfaitement comme vous l'aviez prévu. Et parfois ce sera difficile, mais quand ça le sera, vous saurez quoi faire pour poursuivre et pour continuer cette habitude qui vous fait du bien, même si c'est pas parfait. Et alors, combien de temps est-ce qu'il faut répéter une habitude pour qu'elle s'ancre durablement? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fameuse règle des 21 jours qui affirme qu'il suffit de 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Alors c'est tentant de croire à cette promesse, mais la réalité est un petit peu plus complexe que ça. En faisant des recherches pour voir d'où venait ce nombre des 21 jours et dans quelle réalité scientifique il s'ancre, je me suis rendu compte que c'était complètement un mythe et que cette idée-là, elle vient d'un chirurgien esthétique qui s'appelle Maxwell Maltz et qui avait observé que ses patients s'habituaient entre guillemets à leur nouveau visage en environ 21 jours. Et il a écrit un bouquin qui a été un best-seller et cette idée-là s'est propagée, déformée, etc. Et donc ça a donné naissance à ce mythe qui dit que voilà, si on répète un comportement pendant 21 jours, c'est bon. Une nouvelle habitude s'est formée. Mais voilà, il n'y a pas de réalité scientifique derrière. Par contre, il y a eu des études plus récentes qui ont été faites, et notamment celle de Philippa Lally et de son équipe en 2009, qui ont montré qu'en moyenne, il faut plutôt 2 mois pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Mais attention, là aussi, c'est pas du tout un chiffre qu'il faut garder en tête, parce que dans cette étude, en réalité, il a fallu entre 18 jours et 254 jours aux personnes pour former une nouvelle habitude. Et en réalité, ce temps-là, il variait considérablement selon le comportement que les personnes essayaient de changer, selon la personne, selon les circonstances. Donc bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle. Et c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire que si vous n'avez pas réussi à ancrer une nouvelle habitude en 21 jours ou en un mois, ça ne veut pas dire que vous avez échoué. C'est juste que vous êtes dans un processus qui est normal, qui est humain et qui prend du temps. Et ça peut aussi vous aider, enfin moi en tout cas je trouve que ça aide à persévérer, que de se rappeler que bah oui ça prend du temps et si vous n'avez pas réussi tout de suite, c'est normal. Dans la formation de nouvelles habitudes, dans la création de nouvelles routines dans votre quotidien, c'est vraiment hyper important d'accepter le processus. C'est important d'être patient, d'être persévérant, d'accepter qu'il y a une courbe d'apprentissage, qu'au début, peut-être que ça va être rapide et puis ensuite ça va être lent, ou peut-être qu'au début, justement, vous allez avoir du mal, ça va être lent, et puis plus vous allez répéter, et plus vous allez avoir de progrès, et puis ensuite il y aura peut-être un plateau. Bref, tout ça c'est normal et ça fait partie du processus, mais vraiment soyez patient, soyez persévérant, persévérante avec vous-même et surtout célébrez les petites victoires. Et ça c'est une autre stratégie, c'est pas vraiment une stratégie mais ça fait partie des conseils que je pourrais vous donner, c'est de célébrer les petits pas. C'est chaque jour où vous pratiquez votre nouvelle habitude, c'est une victoire en soi. Et je sais que parfois on a tendance à se concentrer sur le résultat final, mais je vous invite vraiment à apprécier le chemin. Ça vous aidera aussi à gérer les rechutes et à gérer les moments de démotivation. Et justement, du coup, c'est la partie suivante. Comment gérer ces moments-là, comment gérer les rechutes, parce qu'il y en aura forcément. Il y aura forcément des jours des jours sans, tout simplement. Donc, comment faire pour les gérer et pour maintenir vos nouvelles habitudes sur le long terme? La première chose, c'est de normaliser
les échecs, entre guillemets, les rechutes, parce que ça fait partie du processus, il y aura des ratés, c'est normal, ça arrive à tout le monde, et l'important, c'est de reprendre le lendemain, sans culpabilité, parce que cette culpabilité, elle vous aidera pas à avancer. Vraiment, l'important, c'est de remonter en selle. Donc ça, c'est la deuxième chose, et ça, c'est ce que je répète toujours à mes clientes. Et mes clients, c'est normal de se démotiver, et c'est une attente irréaliste d'attendre de soi-même de toujours réussir, de toujours être motivé. Donc c'est normal, au bout d'un moment, de reprendre, entre guillemets, de mauvaises habitudes, mais l'important, c'est de remonter en selle, et pas de vous auto-flageller. Vous dire que vous êtes nul et pas capable, ça ne fait pas, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Au contraire, être dur envers soi-même après une rechute, ça fait qu'augmenter le risque d'abandon. Donc ce que je vous invite à faire à la place, c'est essayer d'analyser ce qui s'est passé pour en tirer des leçons. Qu'est-ce qui a déclenché cette rechute? Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter que ça se reproduise à l'avenir, pour anticiper, mais aussi pour mieux gérer si ça se reproduit quand même, parce que c'est fort possible, donc pour gérer si ça se reproduit plus tard. Voilà, cette partie était courte, mais en réalité, quand on rechute, il n'y a pas mille choses à faire, à part essayer de comprendre ce qui s'est passé, et remonter en selle, et repartir. C'est ça qui vous aidera à aller de l'avant. Et puis aussi, passer à l'action. C'est mon dernier point, mais bien sûr, c'est hyper important de passer à l'action même quand la motivation n'est pas là. Parce que la motivation, c'est bien, c'est important de la ressentir, de se sentir motivé, mais parfois elle n'est pas là. Et ça peut être aussi une décision. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir motivé pour passer à l'action. Et d'ailleurs, parfois c'est l'action qui crée la motivation. C'est quand on s'y met que du coup voilà, on est lancé et qu'on a envie de continuer. Donc essayez de même faire un petit peu, parce que c'est mieux que rien, et puis peut-être que justement vous serez lancé pour la suite. Et si parfois vous avez du mal à savoir si vous devez vous écouter ou vous pousser, entre guillemets, vous faire violence, je vous invite à écouter l'épisode 72 où je parle exactement de ça. Pour conclure cet épisode, je vous propose justement de passer à l'action et de choisir une nouvelle habitude, une seule chose que vous souhaiteriez développer ou que vous souhaiteriez changer. Quelque chose de simple, de petit, mais qui pourra avoir un impact positif sur votre vie quotidienne. Par exemple, vous coucher 15 minutes plus tôt chaque soir, ou limiter votre temps passé sur les réseaux sociaux à tant de temps, ou répondre à vos mails à des heures fixes au bureau plutôt que constamment au fil de l'eau, ou bien quitter le travail à l'heure. Voilà. En tout cas, essayez de trouver une chose que vous souhaiteriez changer et essayez d'appliquer ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et n'oubliez pas, bien sûr, la perfection, c'est pas le but. La constance, la régularité et la bienveillance envers vous-même, ça sera vos meilleurs alliés dans ce processus de changement. N'hésitez pas à me partager ça sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est Steph Blue Lips. Ça s'écrit STEF BLUELIPS, Steph Blue Lips. Je serais ravie de vous lire et de savoir ce que vous avez choisi pour cette rentrée, si vous m'écoutez au moment de la sortie de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à laisser des étoiles sur l'appli de podcast que vous utilisez, Apple Podcast, Spotify. Ça aide à rendre le podcast plus visible et du coup ça permet à d'autres personnes de le découvrir et c'est aussi très motivant pour moi. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao!